Alors bonsoir Monsieur le Bâtonnier. Bonsoir. Merci d'avoir bien voulu nous recevoir et je me joins au nom de toute l'équipe du Baromètre dans ces remerciements. J'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la profession d'avocat? Ça me paraissait absolument une évidence, donc je n'ai jamais vraiment réfléchi, si ce n'est que je voulais être avocat. Et je me suis bien incapable de vous dire pourquoi, parce que l'idée est tellement ancienne que je ne peux pas identifier la raison pour laquelle il en est arrivé ainsi. Voilà. D'accord. Vous avez fait vos études à Paris? Je ne sais pas qu'il y ait eu d'autres souhaits. Voilà. Non, moi je suis un enfant d'Île-de-France, donc j'ai fait mes études en banlieue, puis après j'ai fait mes études universitaires à Paris. Je suis Paris 2, qui à partir de son premier diplôme de 3e cycle, ce qui s'appelait à l'époque un DEA, qui s'appelle maintenant Master 2, est passé à Paris 1. Donc j'ai fait Paris 2, Paris 1, et j'ai enseigné à Paris 2, Paris 10, ce qui fait qu'on peut quand même dire que je suis un minimum éclectique. Vous avez été élu bâtonnier de Paris en juin 2015. Gagné, ça c'est vrai. Cela fait donc 4 mois que vous êtes bâtonnier. Oui, ça fait donc 4 mois plus 6 mois de préparation. Exactement. Comment est-ce que vous appréhendez ce rôle, maintenant que vous y êtes? Je trouve que 2 ans c'est très bien. Plus ce serait trop. Le rôle du bâtonnier est d'appuyer, de soutenir. Alors évidemment, on le voit un peu comme celui qui est maître de la discipline. C'est un rôle ingrat que je n'oublie pas, mais c'est d'appuyer et de soutenir fondamentalement les avocats, ceux qui veulent devenir avocats, et puis aussi nos concitoyens qui ont envie de droit ou de justice. C'est trouver des moyens pour que toutes ces volontés se rencontrent. Alors bien sûr, il y a des affaires publiques, on rencontre des élus, on en rencontre au niveau national, on en rencontre au niveau européen, au niveau régional, au niveau local, mais fondamentalement le quotidien, c'est de répondre aux courriers, de répondre aux demandes de rendez-vous, de répondre aux sollicitations, qui sont tous ces gens qui ont besoin que ça marche et que soit dispensé de la justice et du droit, qui est quand même la finalité fondamentale de notre profession. Selon vous, quels sont les grands projets d'avenir du barreau de Paris? Votre avenir est celui du développement du conseil, toujours plus. Actuellement à Paris, on dit toujours qu'on a entre 60 et 40% d'activité. Moi je prendrais plutôt le pari 30% contentieux, 70% du conseil. Et je pense que l'avocat parisien, je parle d'un schéma type, donc il y a toujours des exceptions, c'est un avocat qui plaide et qui conseille. Il fait les deux. Il plaide exceptionnellement, mais surtout, il prépare sa plaidoirie pour conseiller. Eh bien, cet avocat qui conseille et qui plaide doit apprendre à conseiller encore plus et à conseiller sur le long terme. C'est la raison pour laquelle je voudrais un avocat qui soit aussi correspondant des entreprises, des particuliers, ça peu importe, mais sur le long terme. C'est ce que j'ai essayé d'appeler le correspondant à l'intelligence économique, on peut l'appeler aussi l'avocat auditeur. C'est celui à qui vous venez confier votre vie. Vous lui dites, alors écoutez, voilà, moi j'ai telle ambition, je voudrais acheter à tel endroit, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ou pas? C'est cet appui qui est l'essence même du métier. Le serment, c'est ça, c'est nous offrons un appui aux autres, un appui en droit, en éthique. Quel est le bénéfice du client, quel est son bénéfice moral? C'est-à-dire qu'est-ce qui sera le mieux pour lui? C'est ça notre métier, et je pense que c'est ça votre avenir en France, en Europe. Je pense que là, il faut oublier les frontières. On peut tout à fait exercer à Paris, mais il faut avoir une vue large. Il faut savoir que pratiquement 5% des Parisiens exercent à l'étranger. Donc toutes les frontières vous sont ouvertes. Mais avec l'idée que le métier ne se concentre pas sur une toute petite part. Il est tout. Il est j'accompagne des particuliers, une entreprise, dans tous ces aspects de sa vie. Et comment faire pour lutter contre la surspécialisation que l'on retrouve dans certains gros cabinets? Je pense notamment à nous qui cherchons une collaboration, on est quand même souvent face à des cabinets qui nous demandent d'être surspécialisés déjà à notre niveau. Il y a 2 choses. Vous avez raison de dire surspécialisation. Il ne faut surtout pas lutter contre la spécialisation. Ça, c'est le sens de l'histoire. Je veux dire, regardez, les médecins se spécialisent. Il est assez logique qu'on essaie de vous spécialiser, c'est-à-dire qu'on vienne vous demander un conseil particulier, plus parce que vous voulez faire du social, plus parce que c'est des affaires. Ça va venir. Je veux dire, on ne va pas chez le dentiste demander une coupe de cheveux. C'est
pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a un moment, il faut accepter la spécialisation. Quant à la surspécialisation, ça, c'est l'enjeu de la recherche de votre première collaboration. Plus vous allez être surspécialisé, plus vous êtes sûr d'être bien payé. Mais vous n'avez qu'à lire la Bible, hein, le veau d'or, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a un moment, il faut que vous réfléchissiez au choix que vous voulez faire. Vous pouvez accepter la surspécialisation avec ses contraintes, c'est-à-dire qu'après, l'évolution de votre carrière, elle dépend d'un schéma client qui est très petit. Ça dépend aussi de la cooptation du milieu surspécialisé que vous êtes choisi. Et vous faites le pari de convaincre ceux qui sont en place de vous agréger à leur schéma de travail. Si vous êtes moins spécialisé, vous êtes à ce moment-là sur un autre créneau qui est de dire je vais me donner une chance supplémentaire de développement parce que j'ai choisi non pas le droit de l'assiette de cotisation de sécurité sociale, mais plus généralement le droit social qui comprend le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Donc vous donnez plus de flèches dans votre carquois pour atteindre votre cible. Mais la difficulté aussi, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, on vous paye moins au départ. Donc il y a une réflexion à mener sur le développement de carrière qu'on veut et le choix qu'on veut. Moi, je considère qu'on ne peut pas condamner celui qui veut un grand cabinet, un moyen cabinet, un petit cabinet. Tout est bon à prendre, mais lorsque ce sont des choix réfléchis. Et en réalité, vous ne tenez pas plus de 40 ans, parce que pour votre génération, c'est plus de 40 ans de carrière. Vous ne tiendrez pas plus de 40 ans de carrière si vous n'adhérez pas au schéma de développement économique et social que vous vous serez choisi. Si vous vous sentez bien dans un petit cabinet, alors qu'allez-vous vous prendre la tête? C'est là qu'il faut aller. Si vous avez besoin pour vous sentir en sécurité d'un grand cabinet, prenez le grand cabinet. Voilà, donc la réponse est faites attention. Le choix de la collaboration, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème aussi de schéma. Est-ce que vous voulez rester dans la profession? Quel est le schéma sur lequel vous adhérez le mieux et qui vous convainc le mieux? Et après, la surspécialisation, c'est un peu la déduction de ce premier raisonnement. Chaque bâtonnier... C'est long, mais c'est important. Chaque bâtonnier inscrit... Non, parce qu'il est très bien, il pose les vraies questions. Moi, non. Non, mais vous, ça va venir, mais c'est les vraies questions. Et c'est pour ça que je réinsiste, que tout jeune doit pouvoir se poser quand on entre dans la profession. Moi, j'ai eu la chance, en entrant dans la profession, de rencontrer un homme qui est malheureusement décédé depuis, mais qui m'a... Moi, je ne venais pas d'un milieu d'avocat, qui m'a expliqué ça, qui était de dire, vous choisissez ce que vous voulez, et il faut le faire en conscience. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et c'est ça qui est douloureux. C'est pour ça aussi que moi je trouvais que l'idée d'un tutorat n'est pas une mauvaise idée. Pas pour qu'il y ait quelqu'un qui vous soutienne en permanence et qui soit en train de vous casser les pieds, mais quelqu'un. Et seulement si vous êtes volontaire, à qui vous pouvez taper à la porte en lui disant et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais le bon choix ou le mauvais choix? Voilà. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est important. Parce que nous qui sommes restés dans la profession, vous savez, on reste dans cette profession quand on a réussi à tenir 11 ans et 4 mois. Et là, vous en avez plus jusqu'à 64 ans et 8 mois, disent les chiffres. Pour rester jusqu'à 11 ans et 4 mois, qu'il y ait quelqu'un dont vous pouvez ouvrir la porte et qui vous dit écoute, ça tu fais un bon choix, ça tu fais un mauvais choix, c'est important. Chaque bâtonnier inscrit son bâtonnat dans l'histoire du barreau de Paris à travers un ou plusieurs thèmes. Quels sont les vôtres? Ah moi ça va être la caméra, ça c'est clair. Je n'aurais pas cherché. Mais encore il est vrai qu'on est dans un mouvement de transparence qu'on n'avait pas connu jusqu'ici et que cette transparence a entraîné de nouvelles actions de transparence, qu'on est allé plus loin que le programme pour lequel nous avons été élus, puisque les membres du Conseil de l'Ordre se sont pris au jeu et que finalement, ça ne fait au bout que 4 mois, mais pour l'instant c'est plutôt une réussite. Et qu'il y a un bénéfice à ce que les avocats débattent en public. C'est peut-être la dignité du débat, c'est peut-être la fraîcheur, mais en tout cas, je trouve que les débats du Conseil de l'Ordre sont actifs et sont intéressants. Alors quel est le sujet qui vient derrière? Le scoop, c'est que je souhaite que les débats du Conseil d'administration de l'AFB soient aussi filmés et publics et que les élèves intéressés puissent les suivre pour comprendre l'ensemble des problématiques. Il y a des problématiques qui doivent rester confidentielles parce que techniquement, il n'est pas possible de les mettre sur la place publique, mais il y a des vraies problématiques de choix pédagogiques, de choix thématiques, de partenariat, qui sont des problématiques sur lesquelles il doit y avoir de vrais débats, où le conseil d'administration ne peut pas être une chambre d'entérinement. Et ces débats, eh bien, moi je trouverais ça, que les élèves avocats, qui sont des gens qui vont s'intéresser à une vie d'engagement, puissent les suivre et se dire, voilà les choix qui sont faits pour moi et pour les promotions qui suivent derrière. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que cette transparence puisse à certains moments
empêcher en réalité les personnes de s'exprimer réellement librement parce qu'elles vont avoir peur du regard. Je ne peux pas vous dire mieux que ce que m'a rappelé tout à l'heure un membre du Conseil de l'Ordre. Finalement, c'est ce que tout le monde craignait au départ. Et avec le feu de la discussion, vous savez, les avocats et les élèves avocats sont comme les avocats. Ils s'enflamment vite. Avec le feu de la discussion, au bout de 2 minutes, on oublie les caméras. Et en oubliant les caméras, on s'exprime spontanément. Mais en plus, on y ajoute le bénéfice de mettre fin aux rumeurs, aux mauvaises compréhensions, aux malentendus. Les choses sont claires, chacun s'assume. Et être responsable, c'est quand même l'essence même de notre serment. On va revenir un petit peu plus tard sur l'EFB, mais tout d'abord, j'aimerais savoir de manière un petit peu plus générale, en tant qu'avocat ou peut-être même en tant que citoyen, quelle est selon vous la réforme qui pourrait s'imposer? Y en a-t-il une au niveau de la justice? Est-ce que la justice est perfectible, autant pour moi? Est-ce qu'il y a un domaine dans vous lequel... demandez plusieurs choses, elle est perfectible de plein de manières. Il y a plein de choses à faire. Quelle est l'urgence? Des méthodes alternatives. Mais l'urgence, je n'en vois qu'une, et l'actualité bouscule. Il faut la reconnaissance constitutionnelle qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de droit sans un avocat libre, indépendant, tenu au secret professionnel. Regardez l'actualité, ouvrez le journal. Il est maintenant question de lever le secret professionnel pour permettre le lanceur d'alerte. Alors c'est une idée enthousiasmante, le lanceur d'alerte. Qu'est-ce que c'est? C'est la délation. Est-ce que vous voulez du macartisme? Moi, je n'ai pas envie d'une France qui soit macartisée, où on dénonce les uns et les autres. Je n'ai pas envie de vivre sous la dictature du colonel Schponz. Voilà, c'est clair. On parle du secret, on parle des avocats, mais on est actuellement encore dans un état d'urgence qui vient d'être prorogé. Et est-ce que vous pensez que cet état d'urgence peut conduire à limiter, voire aller à l'encontre de certaines libertés individuelles? Mais c'est le cas. C'est le cas. Regardez, il y a un chiffre de perquisition qui est plus élevé, mais alors beaucoup plus élevé, qu'il y a eu un chiffre de procédures qui ont suivi ces perquisitions. On nous dit très fièrement 7% des perquisitions ont été suivies de procédures de mise en demeure ou de mise en procédure. Je veux bien, mais 7% et 93% d'autres, il leur est arrivé quoi? C'est des gens, on est venu les fouiller, perquisitionner les appartements. Si c'est injuste, on devrait avoir des réclamations, on devrait saisir les tribunaux, parce que les gens devraient dire, écoutez, voilà, on est venu bousculer ma porte, fouiller la chambre des enfants, mettre tout le monde en pyjama. Il faut savoir ce que c'est une perquisition, la violence d'une perquisition. Et ces gens ne se plaignent pas. Pensez que c'est ça une société où on vient vous perquisitionner pour 93% des dossiers et personne ne se plaint. Pensez sincèrement qu'il n'y a pas un petit problème de cohésion sociale derrière qui va nous sauter la figure dans 10 ans. Et le gamin qui était en pyjama Tintin et qui a vu les flics débarquer dans sa chambre, pensez qu'il va, lorsqu'il aura 20 ans, il ne va pas se rappeler ce qui lui est arrivé quand il a eu 10 ans et qu'il va avoir apprécié la descente qui lui sera devenue des forces de sécurité, aussi légitime soit-elle. Vous voyez bien qu'il y a un problème. N'est-ce pas le prix à payer? Non. Relisez Trévidic, relisez d'autres livres, relisez même l'histoire des États-Unis et du Patriot Act. Ce qui fonctionne, ce n'est pas la pêche au filet, c'est la pêche à la ligne. Pour arriver à marcher, il faut accepter des budgets en force de sécurité, en policiers, en magistrats. Ce qui fonctionne, c'est quand une démocratie suit ses procédures. Et je n'invente rien. Nous avons eu l'attentat des tours jumelles. Vous avez eu le Patriot Act et les Américains en sont revenus. Parce que c'est bien gentil de mettre tout le monde à Guantanamo, mais ça n'arrête rien. Ce qu'il faut, c'est repérer l'individu caché qui va, parce qu'il a été pris par un réseau, se lancer dans un acte barbare et abominable. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais c'est comme ça que vous l'arrêterez. Et vous ne l'arrêterez pas avec la pêche au filet. Je n'en veux pas plus, c'est ce qu'expliquent les juges spécialisés qui connaissent le sujet. C'est d'ailleurs ce qu'explique également à deux mots ceux qui actuellement rendent les meilleurs services à la République, c'est-à-dire ceux qui procèdent aux arrestations. Je ne suis pas en train de dire une folie du genre en disant personne n'est coupable et arrêtons toute sécurité. Je dis simplement que ce n'est pas l'état d'urgence qui change grand-chose à ce qui doit être fait. Par contre, il faut avoir conscience que ce qui doit être fait doit l'être et que nous vivons dans une situation exceptionnelle. Je ne suis pas du tout en train de vous tenir le discours d'une brebis prête à... Il y a des choses qui ne sont pas admissibles dans une société qui est agressée. Nous sommes une société agressée, il faut en avoir conscience.
Mais c'est pas parce que nous sommes une société agressée que pour autant il faut suspendre les libertés, c'est toujours comme ça qu'on perd une guerre. Est-ce que vous pensez, dans la continuité, que la loi sur le renseignement, qu'on a eue il y a quelques mois, pourrait s'analyser comme une sorte de Patriot Act à la française? Et si oui, pensez-vous que nous reviendrons dessus dans l'avenir? Alors, elle est assumée comme une Patriot Act à la française, donc il n'y a pas de secret. Est-ce qu'on va revenir dessus? De toute façon, c'est la discipline antiterroriste qu'on constate depuis qu'on a décidé de faire des lois antiterroristes. Donc ne vous faites absolument aucune illusion, il y en aura une 18e, une 19e, une 20e. Et puis ça ne marchera jamais. Parce que ça n'a jamais marché que d'appliquer les méthodes antiterroristes à l'ensemble de la répression pénale. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez suivre la méthode italienne qui a à peu près marché, qui est de dire il y a la répression pénale, puis il y a certains crimes particuliers, comme le terrorisme, comme le crime de la mafia, pour lequel il y a une législation d'exception. Mais appliquer la législation d'exception à l'ensemble de la problématique pénale, ça ne fait qu'échouer. Nous n'en avons pas les moyens, et philosophiquement, si vous avez fait un peu de criminologie, vous savez que ça sert à rien. Donc, je ne comprends pas une loi qui par avance est inefficace. Voilà. Ça, c'est à nous au cas de le dire. Après, la société finira bien par contre. D'accord. Je vais revenir sur un thème un petit peu, plus proche du droit du travail. On a notre prochain numéro qui sera sur l'économie collaborative. Et je voulais savoir si vous êtes familier de cette notion. Est-ce que vous pensez qu'elle est, on peut sentir un risque de la montée de l'économie collaborative vis-à-vis de notre profession, ou bien est-ce que vous pensez que... Il faut que ce soit un risque. Cette profession est une profession qui est éminemment indépendante, éminemment dure, en ce que la sélection elle est liée à cette indépendance. C'est-à-dire nous ne pouvons plus perdre du jour au lendemain, tout regagner du jour au lendemain, mais c'est une vie de zigzag et de stress. Mais c'est aussi une profession éminemment solidaire entre elles. Donc, le mot de l'économie collaborative doit résonner pour un avocat comme quelque chose qui identifie très bien. C'est des raisonnements typiquement ordinaux qui ont créé ce qui est le barreau au sens moderne du terme, tel que nous le connaissons, le partage de la connaissance, le partage des livres, le partage des moyens. Tout ça ne doit pas faire peur. Alors, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de commencer à la lancer, c'est pour ça qu'on a créé un fonds de soutien créatif. Donc j'espère que votre génération va s'en saisir, qui est de dire, nous, l'ordre, on est déjà capable de vous faire des avances pour soutenir un projet. Et ces avances doivent permettre à d'autres d'imaginer de venir également vous soutenir en financement participatif. Parler de financement participatif, c'est déjà le début de l'économie collaborative qui vient derrière. Donc moi je crois que ça, c'est pas des choses qui doivent faire peur aux avocats, faire peur à la profession. De ce point de vue-là, nous devons être à la fois en tête de société et toujours accompagner en tête le mouvement. Voilà, donc moi ça ne me fait pas peur. Mais alors, que peut-on dire à ces avocats qui, par exemple, rédigent des contrats ou des actes de la vie des sociétés et qui se retrouvent en concurrence avec des personnes qui ne sont pas dans la profession et qui permettent, via un site internet, de proposer les mêmes services à des prix beaucoup plus compétitifs? Eh bien, il faut leur dire qu'il y a deux schémas de développement économique qui sont possibles. Il y a celui-là, et puis il y a celui qui vous donnera de l'avenir. Il n'y a quand même pas 36 techniques. Il y a un moment, il faut que vous puissiez, parler franc, faire de la marge et essayer de faire du gain. Quel est le gain? Pourquoi est-ce qu'on va avoir un avocat? Parce que vous connaissez quelque chose, vous rigolez. Je veux dire, la machine, elle en connaît plus que vous, et la bibliothèque, maintenant, elle est définitivement accessible. Parce que vous savez traduire votre connaissance en un conseil. Ça, c'est quelque chose qui constitue votre valeur ajoutée, votre plus-value. Et c'est cette plus-value sur laquelle il faut que vous réfléchissiez. Là, la réponse que moi je vais vous donner, c'est que mon sentiment, mais c'est aussi à vous de participer et d'apporter votre pierre à cet édifice, peut-être dans le cadre des incubateurs, peut-être dans le cadre de réflexion prospective que vous pouvez mener à l'école. Mon sentiment, c'est que vous gagnerez parce que vous ne vendrez pas que du droit, que vous vendrez ce qu'on peut appeler, pour faire moderne, du coaching. Vous accompagnerez d'un conseil humain. Voilà, la règle de droit vous dit c'est ça qu'il faut faire, monsieur. Mais moi je pense que votre intérêt, c'est pas de faire comme ça. On va faire légalement, autrement, parce que je pense que c'est mieux par rapport à ce qui est votre réel objectif. C'est cette plus-value-là qu'une machine ne peut pas donner, et c'est cette plus-value-là qu'aucun professionnel
qui ne serait pas avocat ne peut donner parce qu'elle est dans notre serment. On oublie toujours qu'un des fondements, c'est le mot humanité. Les conseils de modération, les conseils de distance, d'indépendance, ce n'est pas une question de poésie bourgeoise. C'est la nécessité d'avoir une plus-value. Cette plus-value, elle est de nature éthique, c'est ce que traduit la déontologie, et elle tourne vers l'humanité. Vous venez me voir, vous pouvez me faire confiance, parce que je ne vais pas vous vendre que du droit. Je vais essayer de faire que les choses se passent bien pour vous. C'est ça votre plus-value, c'est pour ça qu'on peut avoir peur. Pouvez-vous nous indiquer ce que doit être le FB selon vous, et si, par hasard, il faudrait envisager de supprimer cette école? Ça doit être une école de pratique. Cette école de pratique doit vous donner les moyens de finaliser vos études en ayant des connaissances permettant de passer en pratique les connaissances théoriques que vous avez eues et puis y ajouter de la déontologie puisque vous donnez un sens à toutes vos études juridiques en les dirigeant vers une profession qui suppose cette déontologie. Vous donnez aussi en plus les moyens de votre exploitation, ça c'est sûr que du management, de la compréhension du client, du coaching, tout ça sont de bonnes directions. Vous verrez d'ailleurs que c'est dans les programmes. Ok ? Est-ce qu'on peut y arriver ? Oui. Est-ce que ça va être dur ? Ah ça oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut au minimum que nous ayons des objectifs pédagogiques et un minimum de cours écrits. C'est tout le travail extrêmement dur qui est actuellement en train d'être fait, et je suis très malheureux pour votre promotion, parce que vous ne récolterez pas complètement les fruits, et lors que les premiers aboutissements vont tomber là, mai-juin, et que ça a été un travail mais vraiment très dur, et malheureusement plus long que ce que je ne pensais, pour y arriver. Voilà. Mais on va essayer de donner un corps à tout ceci. Quelle est l'alternative ? C'est de supprimer l'école, et à ce moment-là, on fait au système allemand. Mais le système allemand, je vous signale, c'est 2 ans d'études supérieures et de stages extrêmement durs. Donc c'est un choix. Donc c'est un choix que vous pouvez faire par la promotion qui vous suivons, qui est de dire, ok, 5 ans d'études, je rajoute 2 ans d'études supérieures, gérées par l'université, avec des stages en alternance à l'allemande, mais avec un niveau qui est un niveau très sélectif au bout des 7 ans. Vous savez qu'en Allemagne, le niveau est tellement sélectif que c'est le même diplôme qui vous permet d'être avocat, notaire et juge. Donc oui, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut reconcevoir tout le système. Je ne suis là encore que pour 20 mois. Moi, je ne reconstruis pas les systèmes, j'essaie de faire step by step ce qui me paraît raisonnable et concret. Donc je vous réponds, le choix que j'ai fait, c'est d'essayer de donner vie à un système dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est un peu compliqué. Ça avance, malheureusement pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Justement, pendant la campagne Bâtonnat, vous aviez 3 axes d'engagement pour l'école. Structurer, à travers des cours écrits, des objectifs pédagogiques. Partager, c'est-à-dire continuer à se tourner vers l'international, mais peut-être plus s'intéresser à l'Europe. Et rassembler, c'est-à-dire échanger avec les élèves et nous rendre une véritable place concernant notre formation. Ça fait 4 mois que vous êtes président d'école, c'est court, mais selon vous, où en sommes-nous par rapport à ces objectifs ? Alors, la structuration a démarré. On a stabilisé un organigramme auquel je tenais beaucoup pour rendre plus de visibilité. On a créé aussi cette espèce de guichet d'accueil que nous espérions pour les élèves. Ça ne fait que démarrer, donc c'est sûrement perfectible. Et le bonheur que j'ai, c'est de pouvoir vous dire qu'a priori, dans 15 jours, on aura enfin un cours écrit en déontologie. Et donc, que pour ceux qui termineront leurs études avant l'examen et pour ceux qui vont maintenant amorcer les cours de déontologie, les choses seront stabilisées. Voilà. Ça, cette structuration avance. Il me reste maintenant à attaquer l'international de plus proximité, de plus grand concret. Alors, ce que je peux vous indiquer, c'est que les premières discussions ont commencé à permettre de desserrer un peu les possibilités. Je m'occupe de l'Allemagne. C'est compliqué parce que le système allemand suppose effectivement qu'on soit d'accord avec l'État. Et comme c'est un système qui est éminemment démocratique, il nous faut plusieurs votes au sein de l'université, en plus de la signature de l'État. Mais je ne désespère pas, et a priori, j'ai trouvé un filon pour que nous puissions avoir des échanges efficaces avec l'Allemagne. Ce sera Saarbrück. Saarbrück, c'est à peine 2 heures de transport. C'est une ville
pas très cher. C'est un État, un land qui se veut le laboratoire du rapprochement France-Allemagne, ce qui me paraît absolument idéal pour essayer de tenir 20, voire, allez, soyons fous, 30 élèves dans la perspective d'avoir cette double compétence franco-allemande. Madame la vice-bâtonnière travaille au rapprochement avec l'Espagne et on essaie de prendre du premier contact avec les barons de Madrid et de Barcelone. Barcelone, c'est la Catalogne, Madrid, c'est l'Espagne pure. Et nous avons aussi peut-être la possibilité de nous rapprocher de l'Italie, mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Voilà, c'est des objectifs très très concrets. Là encore, c'est plus difficile que je ne le croyais, puisque nous avons des étapes de législation locale à passer. J'ai un peu revu mes objectifs à la baisse en me disant mais je voulais des accords partout, le suivant on devra les faire, les accords partout, mais au moins on aura posé les bases, je pense très sérieusement. Donc en Angleterre il y a déjà les rapports avec Consbury, mais en Allemagne, je l'espère encore derrière au Luxembourg, probablement en Espagne et avec un peu de chance en Italie. Et la Suisse, j'ai oublié de vous dire que les barreaux suisses étaient très intéressés. Voilà. Après, je pense que je serai plus bâtonnier. Et sur le troisième axe? Le troisième axe, c'est celui du partage. Vous avez tout à fait raison de me le demander. Je vais vous dire ma première idée. Compte tenu de la difficulté qu'il y a à faire bouger les choses, je vous le redis, c'est la publicité des débats du conseil d'administration. Après, j'attends beaucoup de la loi, parce que je pense que c'est à vous de vous saisir des sujets. Alors, je vous ai préparé un menu, mais ce sera quand même à la carte, donc vous aurez la possibilité de prendre ou pas prendre. Vous m'avez interpellé hier sur peut-on faire des états généraux de l'avocat. J'y compte bien. Mais attention, il faut l'organiser, parce qu'on ne va pas terminer à nuit debout et ici les moulineaux. Il va falloir que ce soit concret et qu'il en sorte quelque chose. Donc c'est des vraies commissions de travail, pas des commissions pour que chacun s'écoute parler, comme vous êtes en train de le faire très gentiment avec moi. Donc ça, des états généraux. Deuxièmement, prochain conseil d'administration, je vais lancer l'idée qu'il y a une grande réforme qui est en train de s'annoncer sur la responsabilité, où les dispositions du Code civil sur la responsabilité ne devraient plus être les mêmes à la fin de l'année. Pourquoi est-ce que les élèves avocats, dont c'est l'avenir, ne participeraient pas aux travaux du gouvernement en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, nous ferons le relais de ce que vous, jeunesse du barreau, nous direz. Et donc je vais demander à ce que se construisent des travaux. Ah ça c'est supplémentaire, c'est en plus de ce qui est prévu dans le décret, mais ça sera l'occasion pour vous, élèves avocats, de prendre part au débat national, nous en écoutez, après tant d'années d'études, nous on sait ce qu'on veut pour notre société de demain, et c'est ce que je vous proposerai au prochain conseil d'administration. Troisièmement, il est temps que vous fassiez du sport. Alors c'est pas moi qui traite churchillien, vous pousserai à tout, mais je pense que c'est nécessaire que vous réalisiez à quel point on ne reste dans cette profession qu'à la condition qu'on ait des réseaux, des amis, des contacts, et donc qu'on sorte du cabinet. Vous me demandiez comment on évite l'ultra-spécialisation, il y a moins de choses, c'est qu'on évite de se fourvoyer quand on passe la tête hors de son cabinet. Vous allez travailler beaucoup en cabinet, il faut que vous ayez l'occasion d'aller en dehors. Moi, j'ai l'idée de manifestations culturelles, de manifestations sportives, mais c'est à vous de vous en saisir, parce que ce n'est pas mes soirées, ce sont les vôtres. Et donc, c'est à vous de trouver l'axe de communication qui vous intéressera. Je le suggère comme sportif et culturel. Voilà, ça vous fait déjà au moins 3 des pistes qui vont vous être soumises très vite, mais après juin, puis après, on verra, vous savez, c'est aussi à ce que vous direz. En l'état, il faut que vous sachiez qu'il y a un conseil d'administration par mois, à vous de réfléchir pour chaque conseil d'administration à venir. Une promotion s'apprête à embrasser la profession d'avocat. Dans l'angoisse, je dirais. Ils n'ont pas tort. Les élèves ne savent pas justement s'ils trouveront leur première collaboration. Oui. Comment, concrètement, est-ce que vous entendez les aider? Est-ce que vous pouvez les aider? Alors, moi tout seul, non. C'est impossible. Essayez de trouver une solution. Oui. Alors, quelles sont les 2 pistes à laquelle j'ai songé? D'abord, renforcer, nous avons une discussion ce matin sur les subventions syndicats. Il existe une règle à Paris qui veut que ce soit l'UJA qui ait la délégation pour trouver les collaborations.
et pour aider les collaborateurs qui le souhaitent à trouver des collaborations. Je pense qu'on va formaliser ce partenariat et voir dans quelle mesure on peut essayer de développer des actions dans lesquelles il n'est pas question de demander à l'UGA de faire plus sans lui donner des moyens supplémentaires, mais voir quels sont sur Paris les moyens supplémentaires qu'on peut essayer d'imaginer en les inscrivant dans le cadre d'un partenariat. Je ne suis pas en train de vous vendre du vent parce que dans ma tête, et j'en ai pris l'engagement officiel en séance publique du Conseil de l'Ordre, c'est quelque chose qui est prévu pour le mois de juin, pas au-delà. Après, il y a un deuxième axe qui m'intéresse, c'est, je trouve, qu'il faut que nous portions le regard au-delà de Paris. Que se passe-t-il dans les marais périphériques? Il y a forcément de l'emploi. Et puis, que se passe-t-il en France? Je suis très troublé quand un bâtonnier de Bretagne me dit, vous savez, sur mon département, j'ai 15 postes de droit public. Il faut le savoir. Parce qu'il n'y a pas 15 collaborateurs de droit public qui vont sortir de l'EDAGO, c'est-à-dire de l'école du Grand Ouest. Donc en fait, je pense que l'autre axe, c'est de se dire, finalement, il faut jeter le regard complètement au-delà. On peut imaginer qu'il y ait des avocats parisiens qui veuillent aller s'installer en province. On peut imaginer qu'il y ait des jeunes qui fassent tout de suite le choix d'aller s'installer ailleurs, que tout ceci va bouger. Vous êtes dans une génération qui est par définition très mobile, et donc je pense qu'il y a des axes de recherche d'information qui doivent être structurés au niveau national, pour être clair. Voilà. Et donc là-dessus, je cherche des partenariats, des jumelages permettant de rassembler un maximum d'informations d'ici la fin de l'année. Après, malheureusement, je ne peux pas j'ai horreur de promettre des miracles et de mentir. Il va falloir que la chance soit avec vous et que nous vous aidions un maximum pour que vous trouviez. Sans parler de numerus clausus, ne pensez-vous pas qu'il est hypocrite, voire irresponsable, de laisser le nombre d'élèves avocats s'accroître pour chaque nouvelle promotion? Je le pense. Voilà, on ne peut pas vous dire autre chose, je le pense. Et que faisons-nous? Il faut que la loi promise par le ministre Mandon passe en septembre, c'est-à-dire qu'il y ait un examen national de telle sorte que nous garantissions à tous l'égalité de l'épreuve pour entrer dans la profession, et qu'au lieu d'avoir 3000 jeunes qui prêtent serment chaque année, nous en ayons 2500. La profession est capable d'absorber une croissance à 2005, elle n'est plus capable d'absorber une croissance à 3000. Voilà, c'est aussi simple que ça. La profession qui vous attend n'est pas une profession où vous plaiderez beaucoup, c'est une profession où vous allez écrire beaucoup et également plaider. Il faut donc être préparé au double exercice. Et c'est extrêmement important dans ce qui devrait être la sélection de notre profession. Je vous tiens à un propos qui est très rude, qui n'est pas facile, mais je pense que c'est la voie étroite qui est la plus juste. Et la voie étroite, c'est il faut sélectionner au niveau national par l'écrit, en sachant que cette profession va être de plus en plus exigeante sur l'écrit, et puis derrière avec des épreuves orales qui ne seront que complémentaires, sachant que nombre d'entre nous ont la force de la tchatch, parce qu'ils ont l'énergie d'engagement. Quel conseil vous pourriez donner, ou vous voudriez donner à un jeune élève avocat actuellement? Alors, je vous donne 2 conseils. Si vous êtes élève avocat, allez en cours. Je sais que parfois, c'est particulièrement ennuyeux, mais vous embrassez une profession. En embrassant cette profession, les études, c'est fini. Vous n'y allez pas parce que c'est obligatoire, vous y allez parce que le peu que vous allez y apprendre, même si vous ennuyez dans un cours, va vous être vital pour l'année prochaine. Voilà. Donc, par pitié, allez en cours. Surtout qu'on essaie d'améliorer la qualité. Et je ne peux pas l'améliorer sans votre participation, sans vos évaluations. Allez-y. Deuxième des choses, faites ce qui vous plaît. Faites-le de manière raisonnable, mais choisissez ce qui vous plaît. Que je suis malheureux de voir des gens dire « je suis là pour faire plaisir à ma famille, j'ai donc choisi de l'arbitrage international dont je n'ai absolument rigoureusement rien à faire. J'ai choisi, il faut... » On ne reste dans cette profession que parce que l'on a la curiosité de l'autre et la curiosité des matières qui vous plaisent. Ne vous limitez pas à l'idée que ça peut être du droit pénal. Le droit de la construction, c'est fabuleusement intéressant. Mais peut-être que vous aimeriez aussi le droit équin. Soyez curieux et choisissez la matière qui vous convainc. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé, en partant du droit des obligations, en faisant un détour par la criminologie, en arrivant au droit du travail, et j'ai trouvé mon pied au droit du travail. Eh bien, il en sera de même pour votre génération, même si le marché est plus dur. Faites ce qui vous plaît.
Pour conclure, dernière question qu'on pose souvent aux personnes que l'on interviewe, à savoir, est-ce que vous avez un auteur préféré, enfin quel est votre auteur préféré, est-ce que vous avez un livre préféré qui peut être ou pas différent de cet auteur? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de livre préféré. Moi, j'en change en permanence. Je viens de terminer, je suis en train de reprendre un Stéphane Zweig sur la vie de Calvin. Donc, nous en sommes dans un sujet et je trouve que c'est fabuleusement intéressant. Donc, je vais vous répondre Stéphane Zweig parce que c'est celui que je suis en train de lire. Voilà. Mais il n'y a pas très loin, je dois avoir, évidemment, je l'ai oublié tout simplement. Évidemment, le Seigneur des Anneaux, c'est très bien, le Seigneur des Anneaux, moi ça me détend beaucoup. Et puis alors, quand je suis vraiment de mauvaise humeur, j'aime beaucoup ces rois sanguinaires qui s'entre-déchirent au fil de tome et sans qu'on sache si Tyrion va survivre ou pas. Est-ce que tu as une question? Je vous répondrai que Maurice Druon, c'est aussi très détendant. Vous qui voulez être avocat à Paris, pensez au livre de Maurice Druon, fermez les yeux. Les rois maudits sont dans la galerie, ils sont juste au bout du couloir sur la droite. Jean le Posthume meurt dans les bras de la terrible Maud d'Artois juste à la Sainte-Chapelle. Et imaginez que la table des banquets, elle est là, ça n'est pas perdu. Imaginez que les grandes statues sont là, où vous voyez Paris revivre avec vous. C'est très bien, Maurice Druon. Eh bien écoutez, monsieur le bâtonnier, au nom de toute l'équipe du Baromètre et au nom de l'AEA, on vous remercie de nous avoir accueillis, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Eh bien, moi, je vous remercie d'être venu, de m'avoir posé ces questions, et je vous dis à l'automne pour votre prestation de serment à tous les trois.